Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça tombe bien parce que quand on est une famille, c'est exactement ce qu'il nous faut. Bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes et des enfants d'abord. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu particulier mais essentiel, vous l'aurez peut-être deviné, survivre en famille dans des conditions dégradées ou dans un lieu isolé. C'est ce qu'on va voir avec mes invités. On va parler des choses qu'on peut mettre en place et des bons réflexes à avoir. Vous allez voir, mais avant toute chose, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air, à partager cette émission autour de vous et puis à me mettre un commentaire, bien sûr, si le programme vous plaît. Les femmes et les enfants d'abord, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Et mon invité pour cette première partie aujourd'hui, il s'agit de Piero Sangiorgio. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on est avec vous par Skype. On vous présente presque plus Piero Sangiorgio. Vous êtes l'auteur du best-seller Survivre à l'effondrement économique, puis de Rue Barbare que vous aviez coécrit avec Vol Ouest et qui est devenu d'ailleurs une référence incontournable, on doit le dire, hein, dans le monde du survivalisme. Et vous avez également écrit Femmes au bord de la crise. Donc ça va nous intéresser dans tout ce qui concerne les femmes et les enfants. D'abord, ça tombe bien, c'est le titre de l'émission. Et également, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de NRBC, que vous aviez coécrit avec Chris Millennium. Alors, Piero Sangiorgio, vous parlez depuis des années, et on commence à en voir la couleur, de l'effondrement économique, des ressources qui se raréfient, du prix du pétrole et du gaz qui explose, on est en plein dedans, de la diplomatie internationale qui peut devenir instable. Également, ça nous concerne de très près en ce moment, même voire des menaces atomiques. En ce moment, on peut également dire que c'est prêt. D'ailleurs, je crois que certaines populations se sont ruées sur des capsules d'iode. Et nous sortons d'une crise sanitaire, on ne peut pas ne pas en parler, qui nous a fortement impactés. Certains de vos contradicteurs disaient que vous étiez un paranoïaque ou un complotiste. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Qu'il n'est jamais trop tard pour qu'eux aussi se préparent et qu'ils lisent réellement mes livres, car depuis maintenant presque une vingtaine d'années, je me prépare, car logiquement, j'avais calculé, prévu et aussi, il faut le dire, ressenti, que les moments de convergence des crises très lourdes et profondes que sont la surpopulation, la consommation et donc la raréfaction des ressources énergétiques d'abord, mais aussi agricoles, et puis les tensions internationales qui allaient venir autour de ces ressources, d'abord au Moyen-Orient, ça nous l'avions vu depuis une vingtaine d'années, mais de plus en plus en direction aussi de la Russie, et nous le voyons aujourd'hui, eh bien, allait amener autour de 2020 et les années suivantes, nous y sommes, à des moments de crise très probable et de crise qui nous amènent à ce que j'appelle des effondrements. Ce n'est pas simplement des récessions, ce sont des crises qui impacteront surtout l'Occident, mais le reste du monde aussi, avec des forts changements sociétaux, des crises sociales, des crises politiques, des crises peut-être même militaires. Et pour moi, ça me paraissait une chose extrêmement logique et presque absolument sûre. Alors, je ne suis pas prophète. Je n'avais pas prévu, par exemple, la crise du Covid, bien que dans le livre NRBC, nous parlions, et nous parlons toujours, de comment on se prépare réellement avec des vraies pandémies, et comment on se prépare réellement à une pandémie, et aussi à des risques d'accidents nucléaires ou d'attaques nucléaires en cas de guerre. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, on commence à les voir arriver de manière extrêmement dure, avec l'inflation que l'on remarque tous sur les prix alimentaires, les prix des carburants, et une économie qui devient de plus en plus difficile pour tous. Et donc, il n'est jamais trop tard pour se préparer. Donc voilà, je leur tends la main et ils peuvent toujours lire mes livres. Particulièrement en famille, d'ailleurs, se préparer en famille, c'est important. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas parler de la fin du monde, mais la fin d'un monde peut-être. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer en tant qu'individu et surtout en tant que famille, ce qui va nous intéresser aujourd'hui ? Alors, il est important de dire que mes livres ne sont pas que des livres de prospective, ce sont surtout des livres qui donnent des conseils, et que je le fais également sur mes chaînes Patreon ou sur mes formations en ligne, pour apprendre aux gens à se préparer, à acquérir le maximum d'autonomie, car cette autonomie peut nous permettre de tenir le coup face à ces crises. Alors en famille, forcément, c'est très important, car nous ne voulons pas tenir le coup, on va même aller jusqu'au point de dire survivre pour juste nous-mêmes, c'est déjà pas mal.
mais on veut aussi survivre pour les nôtres, pour notre famille d'abord, et puis dans un contexte un peu plus large, notre civilisation et notre culture. Donc, la préparation de la famille est fondamentale. Et c'est là où c'est assez subtil, car nous ne pouvons pas rester que au niveau du matériel. Certes, nous pouvons acquérir des stocks d'eau, des stocks de nourriture, des choses que nous utiliserions en cas de crise. Ça, même l'État, même le ministère de l'Intérieur préconise la population à le faire. Mais il faut aussi, pour tendre vers l'autonomie, acquérir un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il fait partie de la manière dont on éduque les enfants, mais aussi dont on collabore avec son conjoint ou sa conjointe. Et d'ailleurs, c'est des choses que dans Femmes au bord de la crise, je mentionnais dans ce livre, puisque j'interviewais des femmes qui se préparent, certaines toutes seules, d'autres en famille, d'autres simplement en concubinage, avec ou sans des enfants, et qui donnaient l'exemple de ce qu'elles faisaient elles-mêmes. Et je trouvais que ça avait beaucoup de valeur. C'était un livre d'il y a presque 10 ans, donc aujourd'hui, on voit que ces préparatifs, ils sont utiles, car celui qui a un potager, peut-être quelques poules ou simplement des stocks, va mieux tenir le coup que celui qui n'en a pas. Et c'est là où justement l'aspect urbain est beaucoup plus difficile que vivre à la campagne, ou comme moi dans les montagnes. Mais le travail peut quand même être fait, y compris en ville, car les crises ne durent pas éternellement, les crises, elles durent un temps, bien que ce que j'essaie d'expliquer à mes lecteurs et à mes auditeurs, c'est que ce qui est intéressant, c'est plus un changement de vie, plutôt que d'avoir une rustine qui nous permet de tenir un laps de temps assez court pendant une crise ponctuelle. Car en fait, les crises dans lesquelles nous entrons aujourd'hui, elles sont très incertaines et leur durée l'est aussi, donc elles peuvent être assez longues. C'est-à-dire qu'on ne peut plus seulement prévoir pour tenir une semaine, 2 semaines, mais il faut un changement sur le long terme, si c'est bien ce que je comprends. Oui, il faut le faire en plus, car les crises qui sont en train d'arriver, elles ont l'air d'être, comme je le prévoyais, extrêmement profondes. Et puis, l'aspect intéressant, parce que en fait, je n'avais pas terminé à répondre à votre question sur les enfants, c'est que nous ne pouvons pas simplement imposer un mode de vie aux enfants. Il y a une partie de la préparation que nous devons la faire pour eux, au cas où, bien sûr. Il y a aussi une partie de préparation que nous devons faire avec eux, c'est-à-dire leur apprendre des compétences, des techniques, des états d'esprit, des attitudes, de la même manière qu'on le fait en temps, je dirais, normal. On ne traverse pas la route sans regarder des deux côtés. Eh bien, voilà, on leur dit, la vie n'est pas toujours forcément facile, on n'a pas toujours de la nourriture à table, donc leur apprendre, mais vraiment à la base, d'où provient la nourriture, leur expliquer que les poissons ne sont pas des petits bâtonnets rectangulaires panés qui poussent dans les supermarchés, mais qu'il y a toute une industrie, etc. Pareil pour les légumes, les fruits. Et puis ensuite, leur faire faire avec nous un certain nombre de tâches qui peuvent être aussi simples qu'aller nourrir les poules, nous aider à planter les pommes de terre. C'est la saison pour moi en ce moment dans la montagne. J'ai encore les mains toutes sales de terre, de la mise en terre des pommes de terre nouvelles pour la saison. Et puis ensuite, il y a les préparatifs qu'ils doivent faire eux-mêmes. Et là, c'est assez subtil, car je crois que nous ne pouvons pas, d'un point de vue éthique, imposer d'une part la peur, dans le cas extrême, la paranoïa, là on voit bien que les doigts sont sales, pardon, et nous devons en fait leur demander de faire un choix, car alors adapté à leur âge évidemment, c'est les enfants jeunes, je crois qu'il faut laisser tout sous forme de jeu et sous forme d'apprentissage doux. Les enfants plus grands ou les adolescents ou les jeunes adultes, on peut leur faire face à l'apprentissage des responsabilités qui sont celles de devenir un homme et une femme adultes et fonctionnels, c'est-à-dire de leur dire, voilà, vivre, se nourrir et être en bonne santé nécessite un certain nombre de choix, mais nécessite aussi un certain travail, et c'est à toi, cher enfant que j'adore, de choisir si tu veux le faire ou pas, si tu veux aller vivre en ville ou pas, si tu veux faire des études ou pas. Alors ça, c'est très personnel, mais je ne crois pas dans le fait d'imposer des modes de vie ou des manières de vivre à nos enfants. Mais après tout, leur apprendre, l'apprentissage fait partie de les amener à réfléchir par eux-mêmes et de décider par eux-mêmes progressivement au fur et à mesure de leur vie et
en fait, de les embrigader le moins possible. Déjà, l'État le fait beaucoup. Alors, nous devons compenser un petit peu et les ramener sur leur choix individuel et non pas l'idéologie et la propagande, du moins je crois. Exactement, être parent consiste plus à être un guide pour créer des petits êtres libres ensuite. On parlait des stocks tout à l'heure quand on a une famille, et je pense notamment aux familles qui ont des très jeunes enfants. Quel stock est-ce qu'on doit prévoir? À quoi est-ce qu'on doit penser pour résister à une condition dégradée? Alors c'est vrai que là, ayant 4 enfants, c'est quelque chose que j'ai dû prévoir depuis une vingtaine d'années maintenant, parce qu'ils grandissent vite. Et donc, ma stratégie était plutôt d'avoir des stocks qui correspondent à ce qu'ils consomment. Et ça incluait les couches culottes quand ils étaient tout petits. Et donc, la nourriture, tous les aliments nécessaires à leur âge et les années un petit peu successives. Donc, j'ai un petit peu progressé au fur et à mesure qu'eux grandissaient. Et puis, bien sûr, il y a le fait de recycler, mais ça, toutes les familles traditionnelles le font, de recycler tout ce qui peut être recyclable et de garder les vêtements des grands frères pour les petits et ainsi de suite. Et finalement, au fur et à mesure, leur apprendre, j'ai encore des caisses remplies de vêtements, même qui ne sont plus du tout à la taille d'aucun des enfants, mais je les garde soit pour donner à des gens dans le besoin, soit pour la génération future lorsque ces vêtements, par exemple, sont de très bonne qualité. Bien sûr. Ensuite, pour l'autonomie, là, on rentre dans ce qui est difficile, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'avoir une polyvalence capable de produire ses propres vêtements, ses propres chaussures, etc. Donc moi, je n'ai pas fait le saut à l'autonomie totale, car cela demanderait tellement de spécialisation dans tellement de domaines que ce serait bien au-delà de mes capacités personnelles. Je connais des gens qui le font. Ils vivent en autarcie, en autonomie totale. Je pense que c'est peut-être excessif. Donc voilà, à mon tour de trouver des gens peut-être trop paranoïaques. Donc on est tous l'excès de quelqu'un d'autre. Mais certainement, je crois plus dans cette autonomie, dans l'intégration dans un village ou dans une petite communauté très, très informelle avec laquelle on a quand même des spécialisations possibles. Là, en ce moment, je suis en train de refaire le toit de ma ferme. Ce n'est pas moi qui le fais. J'ai demandé à un menuisier et un couvreur de venir, et parce que je n'ai pas cette compétence. Donc, et je ne pense pas avoir le temps, une vie, d'acquérir cette compétence-là, en plus de toutes les autres, d'électricien, de plombier, je sais pas, chausseur, bottier, etc. Couturier, Piero San Giorgio, couturier. Mais il faut avoir des cordes à son arc, effectivement. J'aurais une dernière question, Piero San Giorgio. Pendant la crise Covid, on a vu les gens se précipiter dans les supermarchés, repartir avec des chariots remplis de pâtes, de papier toilette. Ça a fait un peu rire à l'époque, mais finalement, de quoi est-ce que c'était si risible? Est-ce que c'était un instinct qui ressortait? Et de quoi est-ce qu'on a réellement besoin? Alors l'instinct est tout à fait naturel et je ne me suis pas moqué du tout de ces personnes. J'ai simplement remarqué que nous voulons essayer de garder le mode de vie auquel nous sommes habitués le plus longtemps possible. On peut imaginer, dans l'hypothèse d'une crise extrêmement longue, qu'il n'y a plus du tout, par exemple, de papier toilette. Et là, on redécouvrira les manières que l'on utilisait dans le temps et que utilisent encore des milliards de personnes au travers le monde, avec de l'eau, la cruche, et je ne vais pas en dire plus, mais ça fonctionne. Pour certains, des pierres polies. Mais enfin, ce dont nous avons besoin est très relatif, et c'est là où il y a une pierre d'achoppement très importante, c'est que nous sommes tous capables, parce que ce sont dans nos gènes des fondamentaux de notre espèce, de vivre de manière incroyablement fruste et sobre. Nous sommes habitués à vivre dans un luxe extraordinaire. J'ai des livres autour de moi que je ne saurais pas produire moi-même. J'ai pu voyager dans le monde et rapporter toutes sortes de vestiges, de souvenirs, voilà, j'ai des masques africains, etc. Je pourrais vivre, je n'ai pas envie de vivre dans une hutte au fond de la forêt. Au contraire, je veux vivre dans une pièce chaleureuse, confortable, etc. Donc à chacun son envie. Et donc, ce dont nous avons besoin, ce que nous consommons,
doit s'adapter ou se stocker en fonction de cela. Mais, et c'est très important, nous devons être capables, et on peut s'entraîner psychologiquement mais aussi physiquement, à revenir en arrière. Car en moment de crise, ce qu'ont fait nos ancêtres pendant l'exode de 1940 ou pendant les crises précédentes, on peut remonter aux grandes épidémies du passé, eh bien, lorsque les gens devaient partir ou lorsque les gens devaient tout d'un coup avaient la moitié de leur maison bombardée ou autre, eh bien, ils s'adaptaient à une situation, ce qu'on appelle une perte de la normalité ou une situation dégradée qui est difficile à vivre, mais on peut atténuer cette difficulté par notre préparation mentale, physique, et notre débrouillardise. Et il faut se rappeler, et c'est peut-être aussi un message optimiste, c'est que si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est que nous sortons de milliards d'années et de millions de générations humaines en partie, mais aussi d'autres espèces avant nous, qui se sont reproduites et surtout qui ont survécu à des crises terribles. Et nous sommes des survivants génétiques. Donc, nous devrions avoir en nous, alors je sais que quand on regarde le citadin dans la rue, on se dit comment est-ce possible que ses ancêtres aient survécu à quoi que ce soit, comme quoi on est adaptable génétiquement, mais en tout cas, on a en nous cette capacité à trouver les ressources, et si possible, pacifiquement, et avec le moins de violence possible d'ailleurs, pour nous en sortir. Et donc, il faut rester optimiste, mais il ne faut pas non plus rester les mains dans ses poches. Merci beaucoup Piero San Giorgio pour tous ces éclairages, cette note d'optimisme qui nous rappelle que tout est en nous et qu'on a la possibilité quand on le veut. En tout cas, pour plus de détails, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent se pencher sur vos ouvrages dont les liens seront disponibles dans le descriptif juste en bas de cette vidéo. Et puis, je ne saurais vous conseiller effectivement, comme vous venez de le dire Piero San Giorgio, de vous lancer un petit peu dans l'aventure, de vous habituer à vivre parfois avec moins et avec vos enfants, à partir dans la nature, à en profiter. Et ça tombe bien, restez avec moi car justement, on continue dans le partage d'expériences concrètes puisqu'on va parler de l'école à la maison. Ce sera juste après la virgule, on se retrouve. Et mon invitée pour cette deuxième partie est maman de 2 enfants et un petit troisième qui est en route. Elle est également femme de militaire, photographe et surtout, elle a choisi de faire l'instruction en famille pour ses enfants, ce qu'on appelle l'IEF ou l'école à la maison. Bonjour Anne Russocki. Bonjour Floriane. Vous vivez, détail qui a toute son importance, en région Rhône-Alpes, dans un chalet de montagne. Qu'est-ce qui a motivé votre choix en tout premier lieu, une fois que s'est posée la question de la scolarisation ou non de votre enfant ? Un détail très simple, j'avais vraiment un chalet perché en haut d'une montagne, loin de toute vie humaine, et l'école maternelle la plus proche ne dépend pas de mon village à cause de regroupement d'écoles. Résultat, l'école la plus proche est à plus de 20 km, et en montagne, c'est vraiment des toutes petites routes très escarpées. C'est plus de 40 minutes de route l'été. L'hiver, il y a le temps d'eneiger la voiture, on est sur des heures de route par jour. Donc ça devient très, très compliqué de pouvoir scolariser son enfant. Donc, je crois que je suis la seule maman dans mon village avec des enfants en bas âge. Donc, je me suis retrouvée sans autre possibilité, de toute façon, que de garder mon fils à la maison. Voilà, c'est ça de déménager. Je le dis aux téléspectateurs, on peut suivre vos aventures de photographe sur Instagram, bien sûr, et on vous voit parfois déneiger vos marches. On imagine bien que tous les matins, c'est un peu compliqué pour emmener les petits à l'école. Et puis, j'imagine qu'il y a aussi la question du coût, parce que quand on n'est pas proche d'une école de la sorte, comment est-ce qu'on s'en sort, en fait, en tant que famille ? Alors, personnellement, je suis photographe de mariage, mon mari est militaire. Pas officier, donc avec pas un salaire mirobolant, et bien on ne peut pas s'en sortir, on a fait le calcul. Le fait de devoir prendre un 4x4 déjà pour rouler la moitié de l'hiver dans de la neige, déjà le temps des neigements je passe, mais c'est plus d'1h30 en moyenne le matin, c'est compliqué. Ensuite il faut que les routes soient déneigées, la plupart du temps c'est pas fait, mais donc rien qu'au niveau essence, on est sur du 400 € de budget sur les voitures et sur la cantine de notre enfant, et 400 € pour un enfant, en sachant que c'est à peu près notre budget pour nourrir les deux mensuellement, et on ne peut pas le mettre dans l'essence comme ça pour les mettre à l'école. Donc nous, de toute façon, il y avait aussi le choix économique. On ne peut pas scolariser notre enfant en fait, parce qu'elle n'est pas assez accessible à faible coût.
Pour pratiquer l'IEF, Anne Rusoki, il faut demander au DAZN, je pense que je prononce correctement, c'est-à-dire le directeur académique des services de l'éducation nationale. Comment se passe la demande? Vous cochiez donc, bien sûr, j'imagine, les conditions d'éloignement et peut-être d'autres critères? Alors, d'une part, je cochais effectivement l'éloignement géographique, mais aussi j'avais signalé lors de ma toute première demande qu'en tant que femme de militaire, je n'avais pas à attendre à chaque fois que leur père est en mission. Je me voyais mal attendre toute seule dans un chalet avec mon fils scolarisé, mais l'autre derrière qui est plus jeune. Donc, j'avais aussi coché la case, et je la coche toujours, vie itinérante, parce que c'est vrai que je passe ma vie, dès qu'il est en mission, à partir, voir ma famille, je fais toute la France. Et donc, c'est beaucoup plus pratique d'avoir l'école à la maison. Donc, il y a déjà ces doubles critères officiellement dans la demande à l'académie. Oui, parce que ces critères se sont restreints. Là, récemment, la loi s'est resserrée sur l'instruction en famille et donc tout devient plus complexe. Vous avez été confronté à cette situation des dossiers qui s'alourdissent, aux contrôles qui sont un peu plus pénibles? Alors oui, complètement. Avant, c'était seulement une lettre manuscrite qu'on écrivait, une à l'académie, une à sa mairie. La mairie, elle se déplaçait 2 minutes, l'académie une fois tous les 2 ans. Et là, maintenant, c'était à moi de me déplacer à l'académie pour une inspection. Et le dossier n'était du tout le même. On n'est plus du tout sur une lettre manuscrite qui suffit. Il a fallu envoyer un dossier, je crois que c'était 14 pages par enfant, avec des tas de justificatifs, que ce soit pour l'éloignement, pour beaucoup de choses, en fait. Je me rappelle même plus de tout ce qu'il fallait envoyer, même l'itinérance, le coût de votre véhicule, tout ce que vous avancez, il faut qu'il y ait un argumentaire derrière. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué. Je n'ai toujours pas eu la réponse, donc je ne sais même pas qu'est-ce que ça peut donner. Au niveau de l'apprentissage, comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous faites pour vous improviser professeur comme ça avec les enfants? Je m'adapte à mon enfant. C'est quelque chose de bien plus facile. Tout le monde me demande est-ce que je me lève à 8h du matin, est-ce que je fais ça? Non, pas du tout. Je me lève normalement et je n'ai pas à en fait, faire école 8 heures par jour pour mon fils. Je me lève, on se lève tranquillement, on fait la vie et puis tous les jours, on travaille des petites leçons de 5 minutes à un quart d'heure, un peu à la suite, on fait des pauses. Donc, par exemple, on commence toujours par de la poésie. Tous les matins, il a de la poésie, à l'heure où il veut. En 5 minutes, c'est fait. En fait, il apprend sa poésie. Il en a une par semaine. On est déjà à plus d'une trentaine de poésies depuis le début de l'année. Il apprend très bien. Ça marche très bien. Ensuite, on fait un peu de mathématiques, un peu de géographie, un peu d'histoire. En fait, ça dépend du jour. Il coche un peu tant qu'il a tout fait dans la semaine. On travaille une bonne heure. Et ensuite, on fait énormément d'apprentissage, d'activités manuelles, de musique. Il fait énormément la musique. On apprend un peu de langue. On a plein d'autres cours. Et puis, tout l'après-midi, il apprend la vie en montagne. En fait, il prend énormément de temps. Surtout l'hiver, on déneige tous ensemble, on coupe du bois, il fait ce qu'il peut, donc il ramasse des forces, il remplit des choses. Il participe à la cuisine, il participe à beaucoup de choses, comme on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Et les petits cours de photo, j'imagine aussi. Oui, en fait, d'ailleurs, mon fils de 5 ans est déjà initié à la photographie. C'est déjà un peu dans le moule. S'ils ont beaucoup d'autonomie et qu'ils apprennent cette vie autonome, ils font beaucoup de choses tout seuls. Et au final, moi, j'ai aucun problème à travailler toute seule. Ça ne veut pas dire que je ne me fais pas interrompre de temps en temps dans le travail, mais en tout cas, ça fait partie de leur apprentissage d'apprendre à avoir des heures où ils doivent se débrouiller pour faire les choses tout simplement. Anne Rusoki, quel conseil vous donneriez à une famille qui souhaiterait se lancer comme vous dans l'instruction en famille? De ne pas avoir peur et d'y aller, tout simplement. Beaucoup de familles m'ont dit « Non, mais j'ai vu avec le confinement, c'était pas possible, c'était compliqué, c'était horrible ». En fait, tout simplement parce que l'enfant n'y était pas prêt, parce que le planning n'était pas fait pour, parce qu'il devait suivre des cours qui étaient déjà de son école, qu'il n'a pas l'habitude. En fait, à partir du moment où on décide de le mettre en place pour son enfant, personnellement, je l'ai fait dès la petite section pour mon fils, ça va tout seul. Je l'ai pris dès le début de l'année, ça va être comme ça va être à la maison, t'as 1 heure par jour si c'est obligatoire, ça se passe bien. Le reste du temps, après je fais 1 heure par jour parce que c'est son cerveau qui tourne comme ça, mais je m'adapte aussi, ma fille, je commence déjà un peu, je m'adapte, c'est différent. En fait, on trouve déjà son pli, on s'adapte déjà et tout fonctionne parce que l'enfant sait ce qu'il doit faire. C'est pas une surprise, c'est pas une violence. Ça se passe 1000 fois mieux pour les écoles à la maison que pour tous ces cas vus pendant le confinement où c'était effectivement pas du tout organisé en la calvaire, surprise, il y avait de l'attention pour tout le monde. Quand c'est l'école à la maison et qu'il n'y a pas toutes ces contraintes, l'enfant peut sortir, l'enfant va dans le jardin, on peut se promener, on peut s'arrêter, on peut faire sa vie. Si ça ne va pas, il peut aller voir le copain. Ça n'a rien à voir. Vraiment, ça se passe bien. Donc, mon seul conseil, c'est de lancer-vous. Vous allez voir, ça se passe bien. Ça demande juste d'être un peu organisé, de savoir lâcher du lest sur beaucoup de choses. Donc, ça se passe bien.
très bien sur ces mots positifs de lancez-vous et faites-vous confiance. On restera là-dessus. On vous souhaite plein de bonnes ondes, bien sûr, pour la suite de votre grossesse. Et puis, je vais divulgacher ma conclusion un petit peu, puisque j'annonce d'ores et déjà qu'on pourra retrouver une de vos photos tableaux en conclusion de cette émission, de quoi tous faire foncer tous les téléspectateurs en bloc pour qu'ils s'abonnent à votre compte Instagram. Et on reste d'ailleurs dans le thème de l'instruction, parce que vous l'avez deviné, on va passer à la chronique lecture juste après la virgule, et après on retrouve votre tableau. Enola Holmes et la barouche noire. Voici un nouvel épisode des aventures d'Enola Holmes qui nous avait enchantés de 2016 à 2019 à peu près avec 6 premiers tomes. Et à l'occasion de la sortie du film, apparaît une nouvelle aventure d'Enola. Enola, c'est la petite sœur de Mycroft et Sherlock Holmes. Elle joue un peu au chat et à la souris avec ses grands frères qui rêveraient de la mettre, depuis la disparition de leur mère, dans une pension pour jeunes filles. Mais attention, Enola, c'est pas du tout son tempérament, et elle, ce qu'elle aime, c'est résoudre des énigmes. Cette fois-ci, elle va aider une jeune lady à retrouver sa sœur, dont on lui dit qu'elle est morte. Elle a même reçu l'urne avec ses cendres. Mais lorsqu'elle a rencontré son beau-frère, elle a trouvé que c'était un veuf très très peu éploré. Il se cache quelque chose derrière ce mystère. Et avec Enola, toutes les deux, elles vont même aller jusque dans les sombres asiles psychiatriques pour femmes. Nous sommes au 19e siècle en Angleterre, dans l'époque victorienne, et l'auteur Nancy Springer se complaît à nous entraîner dans ces bas-fonds. Comment cela se terminera-t-il? Eh bien là, je vais vous laisser terminer ce livre pour en juger avec vos filles de 13-14 ans. Pas en dessous, justement, pour ce que je vous ai dit. Beaucoup de suspense, beaucoup d'humour, une très jolie plume et un très gros plus, c'est qu'en fait, c'est la même traductrice que pour les 6 premiers tomes qui a repris Enola Holmes et la barouche noire avec toujours beaucoup de talent. Voilà, c'est un vrai plaisir et je vous engage à retourner en arrière dans la série pour partager toutes ces aventures avec Enola. Que faites-vous là tous les deux, petits brigands? On se réchauffe, explique Enora, et puis on se raconte des histoires. Eh bien, ce matin, j'ai mieux qu'une histoire à vous proposer. Tritos et moi, nous venons de terminer un chef-d'œuvre. Parfaitement, un vrai chef-d'œuvre. Venez voir. Dans l'atelier, Cantorix chasse quelques poignées de foin qui recouvrent une caisse en bois. « Oh, un bouclier !» s'exclame Ternègue, « avec des dessins !» Le forgeron, un géant habillé d'un grand tablier de cuir, a redressé le bouclier contre la cloison. Les enfants écarquillent les yeux. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi beau. Voilà le début de cette histoire qui s'appelle Cantorix, le forgeron des dieux, qui est illustré par 2 illustratrices, Emma Lamauve et Anna Lamblor, et écrit par moi-même. Voilà. C'est publié aux éditions de la Nouvelle Librairie Jeunesse avec le soutien de l'Institut Iliade, comme toujours. C'est un album qu'on va destiner aux enfants à partir de 6 ans et qui coûte, déjà je vous le dis, 9,90 €. Alors on va revenir un petit peu sur cette histoire. Cantorix, ce forgeron, a donc réalisé dans un métal dont on ne sait pas très bien en quoi il est fait d'ailleurs, un magnifique forgeron qui raconte, qui présente les différents dieux de la mythologie celte. Alors pourquoi les dieux celtes? Eh bien parce qu'en fait, on ne les connaît pas très bien et qu'après tout, à côté d'Apollon ou de Minerve, eh bien, on peut avoir aussi Lugh, Dagda ou Cernunnos. Donc tous ces dieux sont racontés sur ce magnifique bouclier que vous allez voir en pleine page, dessiné par Emma Lamauve. C'est un bouclier donc un petit peu inspiré des trouvailles archéologiques, bien sûr, elle ne l'a pas inventé toute seule. Et puis chaque scène va donner lieu justement à une petite histoire racontée par le forgeron, que les enfants vont se faire un plaisir d'interrompre. Voilà, donc on a ce bouclier qui est dans une couleur un petit peu mate, et puis par-dessus, les enfants qui sont très joyeux, très vifs, très animés, parce que Anna Lamblor, ayant des enfants, s'est fait plaisir et nous présente ces petits garnements de manière très, très vivante. Voilà, donc c'est une bonne initiation à la mythologie celte et j'espère que vous trouverez autant de plaisir à lire cet album que j'en ai pris à l'écrire. Bonne lecture.
voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se quitte avec la traditionnelle image du mois. Mettez-moi en commentaire si vous reconnaissez l'artiste initial et abonnez-vous bien sûr au compte de cette photographe talentueuse, Anne Russocki. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro des femmes et des enfants d'abord. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à mettre un pouce en l'air et à partager cette émission autour de vous. Et je vous dis à très vite sur TV Liberté.